Monsieur Della-Cretaz. Très bien, vous avez eu beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres, puis un très bel exemple des projets de l'agglomération de Tours avec son impressionnante étoile à 8 branches. On n'a pas beaucoup ce genre de cas en Suisse. Je me demandais si à Berne on a peut-être 8 branches, c'est possible, mais en tout cas pas à Genève. Là, vous allez avoir 2 exposés relativement courts, mais qui, à mon avis, sont très importants. Le premier par Sébastien Mounafou, qui va vous parler d'une étude qu'il a faite sur ce qu'a apporté, quels sont finalement les résultats, mais aussi les enseignements qu'on peut tirer du Léman Express, donc ce RER qui a été mis en service il y a juste 5 ans à Genève. Je crois que vous en avez déjà pas mal entendu parler hier, mais dans le fond, c'est important de voir finalement 5 ans après, ça donne quoi. Et je crois que ça, c'est super important. Et puis Sébastien centre son propos sur les enseignements qui peuvent être utiles à d'autres agglomérations. Et puis Nicolas Nuitance, lui, se place avant, pour les agglomérations qui vont commencer ou qui commencent à réfléchir, et puis va vous montrer tout un panel d'outils qui sont à disposition, mis à disposition ou qu'on peut utiliser en collaboration avec le CEREMA, donc réalisé par le CEREMA, et qui permettent de faire des études préliminaires, je dirais, consistantes, sérieuses, et puis qui permettent d'être convaincants avec le projet de RER. Donc, je pense que ça fait bien le lien avec ce qu'on a vu sur Tours tout à l'heure. Pour ma part, après ce petit propos introductif, comme vous irez visiter le Léman Express tout à l'heure, je voulais peut-être juste revenir un tout petit peu sur les raisons, les motivations qui sont à l'origine de ce RER finalement. Quelles sont les raisons pour lesquelles il a été développé, sachant que, comme on l'a vu tout à l'heure ou comme on l'a entendu, tout ça se fait sur le temps long. Alors ça, c'est un peu le problème général qu'on a avec la décarbonation, c'est qu'elle doit aller vite, mais les outils qu'on a à disposition, et surtout les outils les plus puissants, tels que l'aménagement du territoire ou les réseaux de transport public, en particulier ferroviaire, ça prend du temps. Et puis c'est ça un petit peu notre difficulté. Alors pour ce qui est de Genève, la réflexion elle a commencé il y a à peu près une 30aine d'années. Et puis la carte que vous avez ici représente les flux pendulaires dans la région lémanique. Et c'est un petit peu l'époque, début des années 90, où on s'est rendu compte que en fait, les bassins de vie, ils n'étaient plus à l'échelle des villes, ni même peut-être des agglomérations au sens strict, mais qu'en tout cas dans la région lémanique, on a une région qui est interpénétrée au niveau des flux, avec peut-être 2 pôles principaux que sont Lausanne au nord-est et puis Genève au sud-ouest. La différence de couleur entre les flux que vous voyez sur la carte, eh bien, c'est l'influence des déplacements transfrontaliers. On est dans une région qui, en fait, a la France au nord, la France au sud et puis la France à l'ouest. Donc on est un petit appendice suisse dans l'Hexagone. Mais oui, nous faisons partie de l'Hexagone, disons, géométriquement parlant. Voilà. Et donc, une influence très forte des flux transfrontaliers qui apparaissent ici en rouge. Et puis, vous voyez, qui touchent un peu toute la région, avec évidemment un focus principal sur la région genevoise, où ils sont extrêmement importants. Donc, à partir de cette réflexion sur le fait qu'en fait, on est un seul bassin versant qui fait à peu près tout le tour du lac Léman. D'ailleurs, sachez que le réseau ferroviaire ne fait pas encore tout à fait tout le tour du lac Léman. Il manque un petit tronçon entre Évian et la frontière suisse à l'est. Alors, on se réjouit que ce projet puisse avancer aussi, mais pour le reste, il y a eu déjà beaucoup de développement. Voilà. Alors, sur la base de cette réflexion, en fait, les cantons de Vaud et de Genève, qui sont principalement concernés, mais un petit peu le Valais aussi, se sont dit il faut qu'on soit un peu plus actif auprès de la Confédération, parce que nous constatons que nos collègues, les cantons alémaniques, il y a toujours un peu de concurrence entre les cantons suisses, nos collègues alémaniques sont très forts pour vendre des idées de nouveaux projets ferroviaires à la Confédération, puis nous, on a pris un sacré train de retard. Quand on regardait les parts
intermodal entre la voiture et les transports publics en Suisse romande, on faisait vraiment figure de parents pauvres. Donc on s'est dit, il faut qu'on réagisse. Et puis, dans le fond, a été monté ce projet Léman 2030. Alors, ce graphique paraît un petit peu technique. En réalité, il faut le comprendre comme une logique d'offre. Vous voyez qu'il recoupe assez bien les flux qu'on vient de voir, hein. Et puis, sur ce type de représentation, chaque trait représente un service ferroviaire pendant 1 heure. Donc, en fait, c'est l'image des services ferroviaires pendant 1 heure. Donc, vous voyez que c'est relativement dense, hein. On a 7-8 services ferroviaires en parallèle. En fait, l'ambition est de créer un service ferroviaire sur l'arc lémanique cadencé au quart d'heure. Avec le rouge, c'est ce que nous appelons les trains grandes lignes. La plupart pourraient être considérés comme TER en France. Nous, on l'appelle grandes lignes à l'échelle de la Suisse. Et puis, en noir, vous avez les services purement RER. Et ce que je voulais vous montrer à partir de là, c'est que d'abord, l'ambition, c'est que tout soit cadencé au quart d'heure. Donc après, on n'a plus de problème de correspondance. Et puis ensuite, c'est interpénétré entre grandes lignes et RER. Ce n'est pas des choses qui sont réfléchies séparément, mais c'est réfléchi ensemble. Puis peut-être le troisième message de cette image, c'est qu'en fait, c'est les services qu'on veut mettre en place, l'offre qu'on veut mettre en place, qui va déterminer ensuite les travaux d'infrastructure qui seront nécessaires pour pouvoir le mettre en œuvre. Alors ceci n'est pas encore terminé, le chantier de Léman 2030. On annonce sa fin pour environ entre 2037 et 2040. Donc en fait, le 30 n'est pas tout à fait respecté. Voilà, ça c'est le cadre général. Venons-en maintenant au Léman Express. Alors, vous en avez déjà entendu parler. En fait, l'idée générale, c'était de relier entre eux 2 réseaux ferroviaires historiquement complètement séparés. Celui autour de la gare de Cornavin à l'ouest, qui regroupe les trains suisses plus les trains français circulant dans le département de l'Ain. Et puis à droite, le réseau historique de Haute-Savoie qui converge sur Annemasse, puis qui avait un petit appendice entrant à Genève, qui avait en pleine ville une petite gare SNCF. Et puis l'idée, c'était de relier tout ça pour créer un réseau RER. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la situation de Tours avec son étoile à 8 branches. On avait 2 espèces de petits morceaux de réseau qui étaient difficiles à mettre ensemble. Le deuxième aspect, en fait, c'est un projet d'infrastructure qui est de créer le maillon manquant entre ces deux réseaux. Et si ces 2 réseaux ont la configuration qu'ils avaient, c'est bien parce que ce maillon manquant, il avait été pensé depuis très longtemps, en fait, depuis le 19e siècle, et ne s'était jamais réalisé. Et puis, on s'est rendu compte qu'avait été signée une convention de financement pour la réalisation de ce maillon manquant, tenez-vous bien, en 1912. Par chance, les juristes se sont rendus compte que cette convention était toujours valable. Alors là, c'était vraiment un grand point. On sait combien en France, c'est difficile de se mettre d'accord sur le financement des infrastructures. Alors là, c'est vraiment le truc génial, c'est que le point était réglé. Par contre, le choix qui a été fait pour être sûr que cette convention ne soit pas remise en cause, notamment par la Confédération qui devait payer les 2 tiers, eh bien, c'est qu'on a gardé exactement le tracé de 1912, et c'est la raison pour laquelle cette infrastructure que vous voyez en pointillé, en fait, elle semble un petit peu contourner le centre de Genève, ce qui a suscité pas mal de discussions, mais finalement, c'est un choix stratégique qui a été fait dans cette optique. Et le troisième projet qui va avec, en fait, c'est ce dont on a parlé pour Tours tout à l'heure, c'est en fait se dire, tirons parti de cette espèce de ceinture du centre-ville ferroviaire qui va être faite pour densifier, pour créer du logement et des emplois autour de chacune des gares qui existent. Vous devez comprendre que Genève, qui a, comme on dit, la France autour du cou, c'est-à-dire que toutes les périphéries de la ville sont en fait, ou presque toutes sont sur territoire français, en fait souffrent, et les acteurs en sont convaincus de manière convergente, d'un déséquilibre lié au fait que la Suisse est attractive pour les emplois et puis la France est attractive pour le logement. Du coup, les gens habitent en France, travaillent en Suisse, ça génère beaucoup de déplacements pendulaires qui se font en grande majorité en voiture. Et donc, dans les réflexions transfrontalières, chacun s'est donné un peu pour mission, la France d'essayer d'attirer de l'emploi et puis la Suisse surtout de construire du logement. Donc il s'agissait de construire beaucoup de logements, des emplois aussi.
Et voilà, on a identifié les potentiels qui existaient autour de chacune de ces gares pour se rendre compte que parce qu'on n'était pas exactement au centre-ville, parce qu'on était un petit peu en périphérie, on avait du potentiel important. Et le plus gros potentiel a été identifié sur le périmètre qui est encerclé de jaune sur cette carte, qu'on appelle Praille, Acacia, Vernet. 230 hectares occupés par de l'artisanat, un peu d'industrie et différents bureaux, mais avec une assez faible densité, qui touche directement le cœur de l'agglomération et puis qui se trouve être ceinturé en fait par l'infrastructure ferroviaire et desservi directement par 2 de ces gares. Donc c'est un site tout à fait idéal. Et donc au-delà du projet d'offre, du projet d'infrastructure ferroviaire, eh bien le projet urbain s'est développé. Et puis là, vous le voyez un petit peu en maquette, avec même un quartier de tours qui vont ascender jusqu'à 150 mètres. Et puis voilà des fortes densités d'habitat, d'emploi. Tout ça apparaît sur une maquette un peu blanche parce que ça n'existe pas encore. Comme on l'a dit tout à l'heure, les projets urbains ils prennent énormément de temps. Leurs temporalités ne sont pas toujours les mêmes que celles des projets d'infrastructure. Et donc, on doit anticiper ce développement. Et puis, peut-être ça sera intéressant d'interroger, et là je vais me taire, Sébastien Mounafou tout à l'heure, sur quelles sont les perspectives pour le Léman Express, parce qu'en réalité, ces immenses développements urbains ne sont pas réalisés aujourd'hui. Or, le Léman Express est victime de son succès et sature déjà. Donc, en fait, on doit déjà penser à l'avenir ferroviaire qui va accompagner ce développement. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Peut-être ça vous aidera dans votre visite cet après-midi. Et je donne volontiers la parole à Sébastien qui va nous faire part de son bilan après 5 ans du Léman Express. Très bien, merci. Bravo. Bonjour à toutes et tous. J'ai pas la zapette, je crois qu'elle est ici. Voilà, merci. Alors, mon propos, en effet, est de porter un regard rétrospectif, mais aussi prospectif sur le Léman Express et qu'est-ce qu'il a amené dans ce que j'appelle le système de mobilité du Grand Genève. Et prospectif, pourquoi? Parce que l'idée, c'est à partir de cette brève présentation, analyse, de fournir 5 enseignements qui me semblent importants, modestes mais importants, pour réfléchir, penser les futurs RER métropolitains, puisque c'est bien pour cela que vous êtes là aujourd'hui. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'imagine qu'hier, vous avez eu un certain nombre d'éléments aussi extrêmement intéressants. L'observation qu'on a pu avoir sur le Léman Express et son apport dans le système de mobilité du Grand Genève est issue d'une étude qu'on a montée donc, dans mon cabinet, Cité Bureau de Recherche, avant l'arrivée du Léman Express précisément, pour se dire il va avoir une grande secousse, il va avoir un grand saut qualitatif, on doit absolument étudier ça. Donc on a monté un panel, c'est-à-dire on a interrogé des gens avant et après le Léman Express, les mêmes personnes, mais bien sûr l'idée c'était de voir pas seulement ce qui se passe au niveau du Léman Express, mais à l'échelle du Grand Genève en entier, et aussi s'intéresser à toutes sortes de mobilités. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de voir un peu, de prendre de hauteur et de ne pas s'intéresser simplement à ce qui se passait autour des gares. Finalement, on a enregistré 2 secousses. Évidemment, on n'a pas anticipé l'arrivée de cette secousse immense qui a été le Covid. Et puis, l'autre secousse, c'est bien sûr l'arrivée du Léman Express. Alors, pour résumer la secousse du Covid, c'est finalement 2 tendances assez différentes. C'est un coup de boost de la mobilité individuelle, j'ai envie de dire pour le meilleur, parce qu'on a finalement eu un énorme bond, une accélération de la part du vélo, notamment le vélo à assistance électrique, notamment ici du côté du Genevois français pour se rendre à Genève. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, aussi un saut de la marche, etc. Mais malheureusement aussi un retour à la voiture, aussi en partie aux 2 roues motorisées. Et puis en parallèle, bien sûr, un coup de frein à tout ce qui était collectif. Et donc les transports publics urbains, le train, mais aussi le covoiturage ont énormément souffert partout en Suisse et partout en Europe de cette conjoncture. Et donc on avait des vents contraires extrêmement forts. Malgré ces vents contraires très forts, eh bien, l'arrivée du Léman Express, finalement, on ne pouvait pas imaginer pire scénario pour une offre collective, transfrontalière, publique que ce contexte-là. Et bien, malgré tout, en très peu de temps, lorsqu'on a étudié la 2e vague de ce panel, fin 2021, donc il y avait encore des traces du Covid, on a enregistré des choses extrêmement intéressantes qui ne relèvent pas que de la mobilité à proprement parler, puisqu'on a pu voir dans ce panel que, par exemple, la perception, les représentations
l'orientation des gens autour de l'image des TP ont été augmentées. On a bien sûr un usage pratique, effectif du train qui a aussi augmenté de manière très très conséquente et très rapidement dans les régions desservies, en particulier à Annemasse, en particulier aussi du côté du Chablais, à Thonon. Et puis, deux choses aussi importantes qu'il ne faut pas oublier, on a vu une contribution, alors je parle de contribution parce qu'il n'y a jamais un facteur seul qui explique cela, mais une contribution à la démotorisation des ménages. Et ça, c'est vraiment un levier très fort pour la décarbonation des mobilités. Et dans notre enquête, on arrive à montrer que ça a joué un rôle. Et puis, élément aussi marquant, on parlait de territoire, on a des évolutions très rapides sur cette échelle de temps de spatialité, finalement des activités. On fréquente différemment les parties du Grand Genève, notamment on voit que les habitants du canton de Genève se rendent bien plus souvent et bien plus fréquemment en transport public du côté d'Annemasse, mais aussi de la vallée de la Larve ou du Chablais. Donc au final, pour résumer cette étude, on pourrait dire que c'est une offre qui a été extrêmement vite appropriée, malgré le contexte défavorable, et qui a permis de réduire la dépendance automobile dans un territoire qui semblait pour beaucoup un peu perdu. On disait, bon, les Français sont toujours attachés à la voiture, c'est pas vrai. Une fois que l'offre a été mise en place, eh bien, cela a été extrêmement efficace. Et donc, on a décarboné concrètement, la mobilité, alors pas suffisamment encore, mais on a fait avancer le schmilblick dans une agglomération, il faut le souligner, en pleine croissance. Donc c'est toujours extrêmement compliqué de gagner des parts modales dans une agglomération en pleine croissance, et c'est ce qu'on a réussi à faire avec l'élément express, mais pas seulement, on va le voir tout de suite. Donc ce que je propose peut-être brièvement, c'est de comprendre en fait ces impulsions, et ces impulsions, il faut le comprendre à l'aune d'une grille d'interprétation qui est le système de mobilité. Le système de mobilité, en fait, c'est quelque chose que j'aime bien montrer parce que c'est très simple, mais ça permet de bien comprendre ce qui se passe lorsqu'on parle de ces phénomènes. Ça invite surtout à comprendre la mobilité comme quelque chose qui ne relève que peu du transport. Évidemment, la mobilité, c'est d'abord et avant tout du territoire. C'est bien sûr parce que le territoire est aménagé d'une certaine façon qu'on a besoin de se déplacer pour réaliser nos activités. Deuxième élément, c'est ce terme-là, activité. La demande de mobilité, c'est ça qu'il faut prendre en compte. La mobilité, ce n'est pas un besoin en soi. On n'a pas un besoin de se déplacer, on a un besoin d'activité. Et ces activités, parfois, on doit le faire ailleurs, en fonction justement du territoire. Et cette demande, justement, il faut la prendre en compte parce qu'elle est extrêmement malléable. Ce n'est pas du tout un flux physique. On a eu tendance dans le passé à comprendre comme un flux physique. Voilà, il faut y répondre. Non, elle est très malléable. Et ce qui joue un rôle dans cette mobilité, dans cette demande de mobilité et d'activité, c'est l'offre, bien sûr, au sens large. Donc je propose de peut-être passer en vue un peu les impulsions dans ces trois domaines. Alors en termes de territoire, ça rejoint tout à fait ce qui est exposé, notamment l'exposé intéressant sur le cas de Tours. L'offre Léman Express a rendu, j'aimerais dire enfin possible, la naissance de l'agglomération multipolaire. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours souhaité du côté de Genève, qui a cette caractéristique d'être assez monocentrique par rapport à d'autres agglomérations suisses. Il y a tout qui est concentré à Genève et des environs immédiats. Eh bien, le Léman Express a permis d'accélérer cela et de rendre concrètement, finalement, des polarités plus équilibrées. Alors, on n'est pas encore de quelque chose de très décentré, mais on voit la dynamique à l'œuvre en termes d'emploi, de population. Mais une chose importante, ces polarités, c'est pas que de la densité d'emploi ou de population, c'est bien de la compacité. Alors qu'est-ce que c'est la différence? Dans la compacité, on va bien sûr le contraire de l'étalement, donc on se réduit sur un espace restreint, mais on a surtout les équipements et les services qui nous permettent de nous passer de la mobilité au quotidien. C'est-à-dire on a tout à distance, c'est ce fameux territoire des courtes distances. Donc ces poches de compacité où on peut se permettre de se déplacer sur de courtes distances en mode actif, en particulier à la marche, eh bien c'est ça qui fonctionne puisque le RER va jouer un rôle de complément naturel à ces poches de compacité. Et c'est ça qui fonctionne du côté de Genève, c'est ça qui fonctionne aussi ailleurs en Suisse. Et d'autant plus que, comme Yves l'a très bien souligné, cette offre de transport a permis d'accélérer, voire de créer ex nihilo de nouvelles capacités. Donc ça, c'est un ingrédient extrêmement intéressant qu'il faut avoir en tête. On n'est pas que dans la densité, on est bien dans la compacité. Élément extrêmement important,
la demande. Regardez quelle activité finalement on a réussi à aller attraper en termes de demande. Bien sûr, cette offre a été très bien pensée, elle était tout de suite extrêmement ambitieuse et donc elle a été adaptée au flux domicile-travail. Ça a été montré aussi par Yves. C'est des flux qui évidemment sont très préoccupants et qui sont toujours dans l'actualité, dans la tête de tout le monde. Mais en réalité, ce n'est pas la seule mobilité. Loin de là. On a une offre qui a été adaptée aussi aux autres motifs de déplacement qui sont, il faut le souligner, beaucoup plus importants en termes de nombre, de volume de déplacements, y compris en semaine, y compris chez les actifs. C'est bien sûr les loisirs. Les loisirs, c'est pas que le week-end, c'est dans la semaine, c'est aussi le week-end. Les achats. Et donc, ce sont des motifs qui sont, on le voit sur ce graphique, et en fait, ça, c'est une enquête déplacement, ce qu'on appelle le micro-recensement du côté suisse, qui montre la part de ces différents déplacements. En gros, vous avez 3 blocs. Le bloc bleu, plus ou moins structuré par cette logique pendulaire, c'est 30%, pas beaucoup plus, parce que même le motif formation, il y a très peu qui a de logique pendulaire. Le motif formation, c'est aussi beaucoup en proximité. Donc, on n'a pas toujours ces flux radio vers le centre de la métropole. Donc, on a à peu près 30% de déplacements travail. Tout le reste, c'est autre chose. Donc si on veut parler en termes de marketing, quand votre cible marketing, c'est 70% des déplacements et que vous oubliez totalement, vous n'avez pas fait votre job. Et c'est ça, je crois, qu'il s'agit de souligner. Il faut aujourd'hui réfléchir à toutes ces mobilités-là. Donc adapter bien sûr au domicile-travail, source de congestion, de pointe, tout ce qu'on veut, mais réfléchissons, élargissons absolument la focale. Arrêtons d'avoir cette obsession du domicile-travail, parce que finalement, lorsque vous croisez les gens dans la rue, une personne sur 2 n'est pas concernée par cela, que ce soit les plus jeunes ou les plus anciens. Et puis le vieillissement contribue, bien sûr, à diminuer encore cette part du domicile-travail. Donc ça, c'est, je pense, important. Et puis peut-être, parenthèse, je ne sais pas s'il y a des responsables du Genevois français dans la salle, j'imagine, faisant des enquêtes dans le Genevois français, il nous manque, on est aveugle, vraiment, depuis la dernière enquête déplacement grand territoire ici dans la région. On ne connaît que depuis 2015 les choses, alors on évolue beaucoup ici. Et surtout, par pitié, arrêtons de faire des enquêtes que le mardi et le jeudi. La mobilité, c'est le lundi, c'est le dimanche, c'est le samedi, etc. C'est aussi en juillet, c'est aussi le 24 décembre. Donc, ayons une focale large pour comprendre la mobilité, pour mieux la planifier. Et puis, autre élément extrêmement important, et je crois que ça c'est une clé, on a eu dans le cas du Léman Express une demande induite très forte, c'est-à-dire la demande qu'on n'attendait pas, ou en tout cas qu'on n'a pas modélisée. Et ça, c'est plusieurs logiques. On avait une prédisposition dans la population au report modal, c'est-à-dire même si on avait des automobilistes, eh bien on avait finalement des gens qui étaient prêts à changer, ça on le voyait dans les enquêtes, ça a été tout de suite fait. On a des nouvelles activités qui ont été rendues possibles, donc les gens ont recomposé leur mode de vie autour de cette offre. Et puis les acteurs économiques, mais aussi les individus, ont fait des choix, des nouveaux arbitrages en termes de localisation. Et c'est ça qui va fabriquer l'espace et qui va contribuer à accélérer ce cercle virtueux entre polarité, compacité et puis agglomération multipolaire. Donc c'est ça qui explique cette fréquentation qui a été une très très bonne surprise pour le Léman Express. Et puis pour terminer, eh bien l'offre. Alors évidemment, qu'est-ce que ça a apporté cette offre ? Eh bien, c'était le maillon manquant à Genève. Le RER, et c'est dans toutes les agglomérations pareil, c'est ce que j'appelle le relais d'efficacité des offres transport public urbaines. C'est bien sur une certaine distance où ces offres-là ne sont plus compétitives ou efficaces en tout cas, par rapport à la voiture. Vous voyez, j'ai essayé de le représenter avec le cercle rouge, c'est un rayon de 5 km à partir du centre de Genève, et contrairement à Zurich, qui est le benchmark, bien sûr, en termes de S-Bahn, de RER, on voit que dans le cercle, au-delà de ce cercle rouge, jusqu'à 30 km, qui est le cercle jaune, eh bien, il nous manque cette armature, il nous manquait cette armature, on avait des bribes, effectivement, alors qu'à Zurich, on l'avait. Et donc, le RER est venu enfin apporter une réponse sur un certain nombre de corridors, pas encore suffisamment, mais en tout cas sur les corridors qui étaient bien montrés, en faisant ce maillon central dans cette zone qui est le domaine de pertinence du ferroviaire. Et une chose extrêmement importante à souligner ici, c'est qu'on parle de décarbonation, qui est en effet, je crois que c'était très bien rappelé par les intervenants tout à l'heure, c'est le défi majeur de nos mobilités. On ne peut plus penser les mobilités comme auparavant, c'est le défi majeur de ces prochaines années. Et le report modal, qui est l'ingrédient de cette décarbonation, va se faire uniquement, en tout cas en grande partie, grâce à cette offre, le ferroviaire. C'est pas du BHNS, en tout cas pas sur ces distances-là, c'est pas du covoiturage dynamique, ça peut être du vélo, etc. Mais sur le report modal massif, c'est le ferroviaire qui amène ça. C'est vraiment la carte qu'il faut jouer dans ce secteur-là.
et ce que j'essaie de montrer sur le petit graphique, hein, vous avez les parts modales en classe de distance, hein, sur l'abscisse, entre les transports publics urbains, d'une part, en trétillé, Genève et Zurich, Genève en rouge, et puis le train en trait continu. Qu'est-ce que ça dit? Comment il faut lire ça? Dans le petit cercle rouge, en fait, les transports publics urbains à Genève, ça marche très bien. Ça marche très bien, c'est maillé, alors les gens sont toujours mécontents à Genève, mais en fait, c'est très bien fait, et ça s'améliore, etc. Mais au-delà d'une certaine classe de distance, c'est plus efficace. Vous n'allez pas en BHNS ou en bus jusqu'à Nyon, vous allez en train. Et ça, on voit dans le parc modal, les parts modales s'effondrent dès qu'on part de 6-8 km, alors qu'à Zurich, eh bien, on a ce relais. Le S-Bahn vient prendre ce relais et c'est extrêmement efficace. Regardez les parts modales, c'est spectaculaire. On parlait de 10% peut-être d'ambition, mais là, on est parfois sur certains corridors à 20, 30, 40% de parts modales. Donc là, vous avez un outil de décarbonation majeur, surtout si on le met en place avec ce que j'appelle le combo magique, c'est-à-dire bien sûr cette efficacité, cette coordination avec l'autre offre, plus fine, bus, tram, sur le même secteur, et parfois même, ici Annemasse est un bon exemple, sur le même corridor. On a entre Annemasse et Genève une voie verte, on a des lignes de bus efficaces, une ligne de tram et le Léman Express. Chacun joue son rôle en termes de finesse, de maillage, d'armature, et ça a permis une diminution du trafic spectaculaire sur la douane de Valar, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le combo magique. C'est cher, mais c'est ça qui fonctionne. Et puis, élément aussi qui relève de ce qui a été dit tout à l'heure, si on veut du report modal, on n'en a jamais si on n'a pas des facteurs push. C'est-à-dire, vous pouvez rendre l'offre sexy, c'est important, mais si vous n'avez pas un peu de contraintes sur le système automobile, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et ça, je crois qu'il faut toujours le mettre dans la recette, c'est-à-dire ces leviers push pour finalement agir sur le stationnement, sur la réduction des vitesses. Ça se passe aussi par les plans de mobilité. Et puis, ça passe aussi par des choses qui n'ont rien à voir avec les transports, à proprement parler. Hein. La fiscalité, par exemple. Hein. Le plafonnement, à Genève, on a plafonné les déductions fiscales pour les automobilistes, qui fait qu'on n'est pas encouragé fiscalement à aller habiter plus loin. Ça, c'est des choses qui marchent aussi et qui vont être autant d'ingrédients pour faire ce report modal. Donc ça, je pense que c'est important à avoir en tête. Donc voilà, peut-être pour ce passage en vue, pour finir sur ces 5 enseignements issus de ce passage en vue. Finalement, ce qu'on invite à faire, c'est de parler premièrement de multipolarité, mais de compacité. Hein, le RER, le penser comme complément du territoire des courtes distances. Ça, c'est très important. Deuxièmement, penser le RER pour toutes les mobilités, dont les spatialités et les temporalités, hein, aussi des plages horaires, sont différentes que le pur domicile-travail qui a tendance à s'éroder avec le temps. 3, l'offre RER, l'offre ferroviaire a un rôle unique à jouer à partir d'une certaine distance, et on doit le combiner bien sûr finement avec les autres offres, idéalement dans le cœur urbain, sur les mêmes corridors. Et puis, on a bien sûr le besoin clairement d'avoir des facteurs push qui permettent de favoriser ce report modal et vraiment de rendre effectif ce report dont on a largement besoin pour la décarbonation. Voilà, je m'arrête ici et puis je suis à disposition pour des questions, bien sûr. Voilà, donc 5 ans avant, 5 ans après, et maintenant pour les RER, les SERM qui vont démarrer dans notre pays, où en sont les études du CEREMA? Alors, j'ai pas beaucoup de temps, donc du coup, j'ai pas la prétention non plus, je dirais, de vous donner un cours magistral sur comment faire une bonne étude, je dirais, préalable, je dirais, pour un SERM, mais néanmoins, je dirais quelques éléments qui me semblent particulièrement importants. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'on l'a vu déjà ce matin, on en a parlé d'un certain nombre, donc ça veut dire que ça se fait quand même globalement sur les territoires, et c'est une très bonne chose. Alors, je vais passer très rapidement sur cette slide-là qui montre que pour obtenir le statut de SERM, les 2 étapes, il y a déjà des études qui sont clairement identifiées et effectivement, il faut pour ça, je dirais, des données, des outils, des méthodes. On en propose au CEREMA et il en existe aussi par ailleurs et je vous en parlais durant cette présentation.
Le périmètre. Alors évidemment, c'est une première étape très importante. On en a parlé. L'agence d'urbanisme de Tours, effectivement, s'est appuyée dessus. Hein. L'INSEE en 2020 a cartographié les aires d'attraction des villes. Donc les pôles, c'est important bien sûr. La couronne également. Elle envoie quand même plus de 15% d'actifs vers les pôles. Donc il faut regarder effectivement donc jusque là. Je vous ai rappelé donc la définition en haut à droite de la slide d'un SERM pour le ministère. Donc effectivement, il s'agit de renforcer effectivement l'offre et d'aller effectivement jusqu'à la zone périurbaine. Ce qui est aussi important à signaler, c'est que dans la très grande majorité des territoires qui sont concernés par des SERM, vous avez des données EMC2, dites EMC2, enquête mobilité certifiée CEREMA, donc ce sont des données de déplacement des résidents de territoire, mais qui sont aussi cumulées, parce que systématiquement au CEREMA on les calcule par des données dites DIM, des données de diagnostic énergie, émission des mobilités. Donc on a beaucoup parlé de décarbonation donc ce matin, donc ça c'est les données, les émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi, on a parlé de santé, le SGPE, donc c'est très important aussi, donc il y a la pollution, c'est les polluants locaux aussi, donc la qualité de l'air qui est aussi important à regarder, donc ça aussi, ça apparaît dans ces données-là. Et quand on regarde un petit peu tout ça, si l'ensemble des déplacements, donc c'est plus de 44%, se situe effectivement bien dans un rayon entre 1 et 5 km du centre-ville, donc c'est plutôt proche, et ben si on regarde les longueurs de déplacement, et donc les gaz à effet de serre qui sont associés à ces déplacements, c'est clairement plutôt dans la distance 10 à 50 km qu'elle se trouve. Donc là, vous voyez, c'est le cas de Grenoble en 2020. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Et on l'a dit aussi ce matin, c'est aussi un périmètre intermodal, multimodal, puisque quand on parle de SERM, c'est pas seulement du ferroviaire, c'est aussi bien sûr du car express, c'est des lignes de covoiturage, c'est du réseau express vélo, etc., etc. Alors, non pas pour contredire donc ce que vient de dire Sister, parce que je suis tout à fait d'accord. Le domicile travail en France en tout cas, donc c'est 25% des déplacements. C'est quand même 50% si on regarde les distances de déplacement, donc c'est quand même fort. C'est 33% à peu près, je dirais, des gaz à effet de serre. Donc c'est quand même important, et c'est aussi important parce que ça peut arriver d'un coup, sa fameuse heure de pointe, matin, soir. C'est quand même ce qui base aussi les études, je dirais. Et l'offre de transport, même si je suis d'accord, il ne faut pas regarder uniquement cet aspect-là. Si je vous en parle là, c'est parce qu'on a développé un petit outil qu'on appelle Mob Progress, qui transforme ces navettes domicile-travail de l'INSEE qui sont en open data, donc n'importe qui peut avoir accès. On les transforme en déplacement, et puis avec des facteurs d'émission, on les transforme aussi donc en émissions donc de CO2, et ça permet très rapidement d'avoir une idée de où sont les principaux flux qui portent ces gestes, mais aussi les réseaux qui portent ces gestes. On sait que ce sont des données origine-destination, donc à l'origine on peut regarder d'où ça vient aussi, et puis on peut regarder aussi à la destination donc les emplois qui créent plus particulièrement donc ces gaz à effet de serre. Donc c'est très riche d'enseignements, même si je suis d'accord, il ne faut pas regarder que ça. Alors il y a un autre outil, je ne sais pas si vous le connaissez, je vous invite en tout cas à aller le voir si ce n'est pas le cas, qui s'appelle Géofer, qui a été développé par le CEREMA, qui porte sur l'ensemble des gares sur le territoire national, et pour chacune des gares, et donc vous l'avez aussi pour un axe ferroviaire, c'est ce que j'ai fait là par exemple en haut à droite, j'ai sélectionné donc un axe avec un certain nombre de gares, vous avez les isochromes, 15 minutes à pied, 30 minutes à pied, 10 minutes en voiture, et donc ça vous permet très rapidement d'avoir une idée des fréquentations de vos gares, les fréquences donc des différents trains qui passent par ces gares-là. Vous avez aussi donc sur les isochromes l'atteinte des populations, que ce soit en nombre d'habitants, en nombre de salariés, en nombre d'élèves par exemple. Vous avez aussi donc l'accès du territoire en termes d'équipement, que ce soit les établissements de santé, les commerces, les restaurants, etc. Donc c'est extrêmement précieux là aussi en termes donc de potentiel de fréquentation donc des gares.
Alors, on a beaucoup parlé donc de report modal. Donc, vous avez effectivement donc des données EMC2 la plupart du temps. Donc, c'est une vraie photographie des déplacements des résidents de votre territoire pour leur mobilité quotidienne. Vous avez à chaque fois les origines, les destinations, l'heure d'arrivée, le motif, les modes. Vous avez toute la chaîne de déplacement. Hein. Donc là aussi, c'est extrêmement précieux. Et puis, si vous couplez ça avec un autre outil qui s'appelle l'outil Musely, qui est en open source, là aussi, cet outil-là, c'est un outil qui permet de faire des calculs d'accessibilité, des itinéraires multimodaux. Et bien, vous pouvez prendre par exemple n'importe quel déplacement OD de votre territoire qui possède par exemple une alternative à d'autres transports décarbonés comme par exemple pourquoi pas du fer hein, et regardez à chaque fois pour chacune de ces OD aujourd'hui pratiquées par un conducteur de véhicule individuel et bien quels sont ces transports alternatifs possibles avec les temps de parcours, le nombre de correspondances, les temps d'attente, les temps, les distances, les temps de rabattement. Donc là aussi c'est très précieux parce que ça vous permet vraiment d'identifier le vrai finalement potentiel de report modal que vous pouvez attendre de vos solutions d'offres de mobilité et les CERM en est une bien évidemment. Alors, j'ai parlé de ces fameux diagnostics émissions des mobilités qu'on a à partir donc des données EMC2. Donc là, on est plutôt sur des données de résidents, donc beaucoup de trafic interne, on va dire, au territoire. Vous avez aussi des enquêtes origine-destination ou des flux, de manière générale, origine-destination, qui peuvent être d'ailleurs issus de données de téléphonie mobile hein, ou de floating car data, qui permet d'avoir aussi des transits d'échange et des transits des transits, hein, donc ça c'est aussi important. Vous avez aussi des données marchandises hein, la plupart du temps et qui peuvent venir compléter effectivement ce diagnostic énergie-émission des mobilités et là aussi de regarder, j'ai toujours repris l'exemple de Grenoble, hein, mais on voit bien que si on regarde uniquement le stand de Grenoble, on n'a que 1% des gestes, donc c'est quand même très faible et pour aller chercher finalement les gros flux, les grosses parts de gestes, eh ben, il faut effectivement s'éloigner et c'est plus particulièrement là où il faut mettre des moyens donc de desserte de type CERM. Alors, bien sûr, il y a aussi un certain nombre de territoires qui disposent de modèles de déplacement. Donc là, c'est évidemment l'idéal pour projeter tous les scénarios de mobilité que vous voulez dans le temps. Et vous pouvez coupler ça aussi à un autre outil qui est un outil de mesure d'externalité environnementale, hein, donc les émissions notamment, qui s'appelle COP-CEREMA, qui est aussi en open data. Et donc à avoir très rapidement, je dirais, votre potentiel de décarbonation ou de dépollution apportée par votre solution de mobilité. Alors, quand on parle de pertinence des projets, alors il y a quelque chose qu'on n'a pas beaucoup évoqué par contre, il me semble, depuis ce matin et même hier d'ailleurs, c'est l'évaluation, une évaluation socio-éco. Bien sûr qu'il va falloir passer par ça, et sans même parler de la grosse évaluation socio-éco, je dirais donc du projet, il y a des choses très simples qu'on peut aller voir, notamment le coût d'abattement. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion-là, c'est relativement simple, hein, c'est le rapport entre le coût de votre solution de mobilité, à la fois en termes d'investissement et de maintenance, hein, bien sûr, entretien, et de réduction, potentielle de réduction de gaz à effet de serre de cette solution. Et en faisant ce rapport-là, et bien vous allez pouvoir la comparer très rapidement à une valeur qu'on appelle la VAC, hein, c'est la valeur d'action pour le climat, qui est donnée chaque année par France Stratégie. Vous êtes en dessous, vous êtes rentable, vous êtes au-dessus, vous n'êtes pas rentable. Alors bien sûr, c'est assez simpliste, mais ça permet très rapidement de comparer des solutions très diverses, que ce soit des solutions de TER, d'autocar, de covoiturage, de réseau express vélo, avec des motorisations différentes, hein, et de regarder effectivement en termes donc de coût d'abattement, coût d'évitement, qu'est-ce que ça peut donner. Voilà. Je termine simplement par cette slide-là pour dire que avec le GART et avec l'AFNO, parce qu'on est loin d'être tout seul hein, là-dessus, on va travailler ensemble pour vous accompagner encore plus hein, demain dans l'élaboration donc de vos CERM. Pour ça, je dirais donc on s'est lancé dans un questionnaire, des entretiens. Vous avez les résultats là à droite. Les attentes les plus fortes restent encore autour de la coordination des acteurs, mais aussi, ça ressort assez fortement, l'identification des axes stratégiques et le choix du bon mode pertinent, ainsi que tout ce qui concerne les pôles d'échange multimodaux et toutes les conditions de rabattement et de coordination avec les offres
locale aussi. Là aussi, c'est très, très, très important. Et ça veut dire que durant toute l'année 2025, eh ben, on va vous proposer des webinaires techniques pour approfondir donc, ces différents sujets et vous accompagner au mieux dans la réalisation de vos projets de CERN. Voilà, j'ai été très vite, mais j'en ai terminé. Alors très vite aussi, malheureusement, on aurait certainement beaucoup de questions. Je m'adresse à la salle. Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre? J'en vois une au fond. Bonjour, Jean-François Clouzet, ancien chef de projet au sein de la mise en exploitation du Léman Express. 5 ans après, j'ai une question. Est-ce que vous avez essayé d'étudier, de quantifier les effets négatifs du Léman Express? Je me fais l'avocat du diable en prenant le contre-pied en disant est-ce que le Léman Express a des effets négatifs sur la construction du territoire, la mise en concurrence des espaces et autres? Merci. Oui, alors c'est une bonne question. Hein. Je pense que ça doit faire partie des enjeux. Je n'ai pas de connaissance d'une étude sur ce sujet précis. Cela dit, il est évident qu'il y a une dynamique en cours d'étalement aussi, hein, liée au Léman Express, lorsque on a encore énormément de zones à bâtir côté Haut-Savoyard et qu'on continue d'étaler ces régions. Hein. J'ai dit le Léman Express a eu un impact très fort sur le choix de localisation, en gros le choix résidentiel des gens. Et vous savez que cette région est très dynamique, attire des gens de partout. Hein. Et donc lorsqu'on choisit son lieu de résidence aujourd'hui, le Léman Express fait partie de l'équation, mais dans beaucoup de cas on le prend justement pour le domicile-travail. C'est 25% des déplacements et pour tout le reste, on est dans des endroits dépendants de la voiture. Donc c'est une dynamique en cours, à mon avis, qu'il faut surveiller. Je n'ai pas de chiffres à proprement parler, mais c'est un enjeu également et je crois que c'est important de le raconter aussi. On a tous en tête aussi ce qu'on a entendu hier sur les parkings de Thonon qui étaient chers, donc inutilisés, ce qui a entraîné des stationnements sauvages et aussi plus d'utilisation de la voiture de Thonon vers les gares, y compris jusqu'à Annemasse, donc un surcroît de gaz à effet de serre. Oui, bonjour, Benoît Lanus de l'association Rallumons l'étoile de Toulouse. Il y a un petit point qu'on n'a pas évoqué. On a parlé de l'importance des institutions, des ingénieries, mais dans la réussite de ce projet du Léman Express, il faut quand même rappeler que c'est une association, Adprail, qui a remis ce sujet sur la table. C'est après les institutions publiques qui s'en sont saisies. Voilà. Et donc, dans les projets de RER qui sont en discussion partout en France, qui tardent à avancer, parfois, il ne faut pas négliger l'apport que peuvent avoir des associations. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord, hein, c'était pas une question, hein, mais je rebondis là-dessus, parce que quand on parle d'études, on parle aussi de concertation. Et donc évidemment que ce soit les associations ou directement même les usagers, hein, ils sont au cœur du dispositif, bien sûr qu'il ne faut pas les négliger. Tout à fait d'accord. Je pense qu'ils ont eu un rôle majeur. Alprail, c'était fondamental. Et les associations continuent d'avoir un rôle. D'autant plus qu'en Suisse, on a aussi des outils de démocratie directe qui permettent de faire justement émerger des questions, des enjeux. Et là, effectivement, j'encourage toutes celles et ceux qui s'engagent là-dedans à continuer à le faire parce que ça porte ses fruits, en effet. J'avais une petite question routière aussi. On a vu en France l'éveil des SERM a mis les concessionnaires autoroutiers en effervescence. Je pense notamment d'ailleurs à l'agglomération de Tours où Autoroute, la filiale de Vinci Autoroute, étudie un chapelet de gares pour mettre le réseau autoroutier en phase avec le développement des SERM sur des points d'interconnexion avec les réseaux urbains. Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on voit sur les autoroutes qui desservent le Grand Genève et est-ce qu'il y a un potentiel de décarbonation?
Alors, le sujet des autoroutes nous a beaucoup préoccupés ces derniers mois en Suisse. Vous avez peut-être vu qu'on a voté sur le sujet, donc on a brassé énormément de débats autour de ça. Je crois qu'il faut faire des choix. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut s'éloigner du discours, ce que j'appelle multimodal gentil, dans lequel la voiture doit avoir un rôle encore plus fort, plus important. Face aux enjeux qui sont les nôtres, on doit arbitrer des modes. Je pense que de faire tout, partout, pour contenter tout le monde, ça ne fonctionne pas, ni en termes écologiques, ni même en termes de finances publiques, et c'est important. Et je crois que la votation de novembre passé a donné un signal d'arbitrage, dire finalement, est-ce qu'on doit élargir les autoroutes alors que pour l'instant on dépense des milliards pour le train, sachant que, comme je l'ai répété tout à l'heure, tant qu'on n'a pas une réduction d'attractivité du transport individuel motorisé, on n'a pas le report modal dont on a besoin. Donc il faut être assez clair là-dessus, c'est pas évident, mais je crois que c'est un choix qui s'impose à nous pour les prochaines années. J'aimerais juste ajouter que j'ai été impressionné dans la présentation de l'État ce matin de lire plus de nouvelles infrastructures routières. Donc si on veut arriver à faire la transition écologique dont on a parlé, on doit cibler les infrastructures qu'on réalise, et puis c'est pas le rail et la route, il faut choisir. Merci beaucoup.